Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est en train de tout changer dans la recherche académique, l'intelligence artificielle. Absolument, ce n'est plus du tout un gadget, hein. Non, c'est ça. C'est devenu un vrai moteur de transformation qui impacte les méthodes de travail vraiment au quotidien. Mhm. Notre objectif, là, ensemble, c'est de comprendre comment l'IA s'intègre concrètement dans le monde universitaire. On a pas mal de documents, d'analyses Oui, qui regardent les applications, mais aussi les grosses questions que ça soulève. les enjeux, oui. Voilà, comment ça accélère la découverte, ça c'est clair, mais aussi les défis pour l'intégrité scientifique. Et puis comment les institutions, elles, essayent de gérer tout ça, quoi. C'est vraiment une transformation qui touche toutes les étapes, hein. Ça va de la recherche d'infos, le truc qui pouvait être super long avant, Ah oui, jusqu'à la capacité de suggérer des idées nouvelles, ou même, on le verra, de faire des expériences presque toutes seules. commençons par le plus visible, peut-être. L'IA comme un super assistant de recherche, Oui, l'assistant amélioré. la revue de littérature, par exemple, ce travail de fourmi. Mhm. C'est en pleine révolution, non? On n'est plus juste à taper des mots-clés. Non, non. Certains outils font de l'analyse sémantique. Ils essayent de comprendre le sens du texte. C'est assez fou ce que ça permet. J'ai lu des chiffres, des outils qui indexent des milliards de références. Plus d'1,2 milliard de citations, parfois. C'est ça. Et le truc intéressant, c'est qu'ils peuvent dire si un article soutient une idée, ou s'il la contredit, ou s'il en parle juste. Ah oui, ça permet de voir le débat, en fait. Exactement. Ça cartographie un domaine de recherche hyper vite. Et c'est pas que le texte, j'ai cru comprendre. Il y a des outils multimodaux. Ça veut dire quoi, concrètement? Ils lisent les graphiques? C'est exactement ça. Imagine un article avec plein de données, des graphiques complexes. Oui. Ces outils peuvent te faire un résumé qui prend en compte pas juste le texte, mais aussi ce que disent les images, les tendances dans les graphiques. Ah, d'accord. Donc ça accélère la compréhension globale de l'article. Voilà. C'est un gain de temps, bien sûr, mais c'est surtout un saut qualitatif. On saisit mieux la substance, y compris les données visuelles. Ça change tout pour aborder une publication un peu dense. Et puis, il y a l'aide à la rédaction, à l'intégrité. Oui. Suggestion de phrases, formatage des citations automatiques, tous les styles, même avec Zotero, et vérif de plagiat intégré. Ça devient une sorte de garde-fou intégré. On peut le voir comme ça, oui. L'idée principale derrière tout ça, c'est clair, automatiser ce qui est répétitif, chronophage, Hmm. pour libérer du temps. Du temps pourquoi? Pour la réflexion critique, la créativité, formuler des idées neuves. C'est ça le cœur de la recherche. Donc, on gagne du temps sur la préparation. C'est une accélération des phases initiales, oui. Mais ça recentre aussi le chercheur sur le côté intellectuel. D'accord. Donc, l'IA aide à préparer le terrain plus vite. Mais elle va plus loin. Elle aide aussi à analyser les données elles-mêmes, non? Surtout avec les big data. Tout à fait. C'est là qu'on entend parler de machine learning, de deep learning. C'est quoi la différence, en gros? Et qu'est-ce que ça fait pour le chercheur? Alors, le machine learning, l'apprentissage automatique, c'est une grande famille d'algorithmes. Le but, c'est d'apprendre à partir des données pour faire des tâches précises, sans être programmé pour chaque cas. D'accord. Concrètement, ça sert à détecter des motifs, des patterns complexes, à faire des prédictions. Par exemple, prédire une valeur ou classer des données dans des catégories. Et le deep learning, alors? C'est encore autre chose? C'est une sous-partie du machine learning. Le deep learning, ou apprentissage profond, ça utilise des réseaux de neurones artificiels avec beaucoup de couches, d'où le profond. Mhm. Et ce qui est puissant, c'est qu'il apprend tout seul les caractéristiques importantes dans les données. Il découvre des représentations hiérarchiques. C'est pour ça qu'il est si fort en reconnaissance d'images ou pour comprendre le langage. Et ça, on le voit déjà appliqué dans plein de domaines. Ah oui, partout. En sciences de l'environnement, par exemple, pour modéliser la pollution, affiner la météo, analyser le climat à partir de données satellites. D'accord? En physique, chimie, astro, partout il y a beaucoup de données complexes à traiter, issues de simulations ou d'expériences. Et le point qui m'a semblé fascinant dans les sources, c'est que l'IA ne ferait pas que confirmer ce qu'on attend. Elle pourrait nous surprendre. C'est un point crucial. Et oui, peut-être le plus excitant. L'IA peut trouver des corrélations inattendues, des liens très subtils entre des choses. Que l'humain aurait raté. Que l'intuition humaine, même experte, aurait pu manquer, oui. Et en révélant ces liens cachés, elle peut non seulement améliorer nos modèles, mais carrément suggérer des hypothèses de recherche nouvelles. Mais oui. Et là, elle devient plus qu'un outil, elle devient un catalyseur de créativité. Et comment ça marche, ces fameux LLM, les grands modèles de langage, type ChatGPT? Comment ils arrivent à comprendre et à générer du texte qui a du sens? C'est un peu magique vu de l'extérieur.
C'est complexe, mais il y a 2 idées clés. D'abord, la représentation vectorielle. Chaque mot est transformé en une série de chiffres, un vecteur, dans un espace mathématique géant. Ok. Et la position de ces vecteurs les uns par rapport aux autres capture le sens. Le bouchon de circulation n'aura pas le même vecteur que le bouchon de bouteille, parce que les mots autour sont différents. D'accord, le contexte change le vecteur. Voilà. Et ensuite, il y a le mécanisme d'attention. C'est ce qui permet au modèle de peser l'importance des autres mots dans le texte, même s'ils sont loin, quand il génère le mot suivant ou analyse une phrase. Comme s'il surlignait ce qui est important. Un peu ça, oui. Ça lui permet de gérer le contexte long et les relations complexes dans un texte. On passe donc de l'IA qui aide à chercher à écrire, à celle qui aide à analyser, voire à suggérer des idées. Et maintenant, on parle d'IA agentique. Ça fait un peu science-fiction, non? Oui, le terme est un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, agentique, au-delà de l'autonomie? Ça représente un vrai saut. Ce sont des systèmes qui peuvent non seulement faire des tâches, mais aussi se fixer des buts, planifier des actions, interagir avec leur environnement numérique ou physique et apprendre de leurs erreurs pour s'améliorer. Le tout avec très peu d'intervention humaine. Ok, donnez-moi un exemple. Alors, aujourd'hui, on dit à un assistant « Hey, trouve-moi les articles sur X ». Avec une IA agentique, on pourrait dire « Objectif ». Trouver un nouveau matériau pour dégrader ce plastique. Et elle ferait quoi? Elle pourrait chercher dans la littérature, proposer des molécules, planifier les tests, peut-être même contrôler des robots de labo pour les faire. Carrément. Analyser les résultats et ajuster son plan toute seule. Le chercheur donne le cap, l'IA gère la tactique et l'apprentissage. Waouh. Mais ça change complètement le métier de chercheur, là. C'est l'idée du délestage cognitif. Le chercheur devient plus un superviseur, un architecte d'objectifs. Mhm. Et ça pose des questions sur la propriété intellectuelle, si c'est l'IA qui trouve. À qui appartient la découverte? La valeur se déplace peut-être vers la conception de l'IA elle-même? Et ces labos autonomes, ça existe vraiment? C'est pas juste théorique? Non, il y a des exemples concrets, et certains sont bluffants. Dans la recherche de médicaments, par exemple, l'IA accélère déjà l'identification de molécules, prédit leur efficacité, optimise les essais cliniques. D'accord. Et il y a ce cas marquant, cité dans les sources, d'un labo robotisé piloté par IA qui a découvert et fabriqué 41 nouveaux composés chimiques en 17 jours. En 17 jours? Oui, c'est une vitesse impensable par des moyens classiques. Imagine le potentiel pour les matériaux verts, la dépollution, c'est énorme. C'est incroyable, cette puissance, cette vitesse. Mais on imagine bien qu'il y a des inconvénients, des risques. Quelles sont les grosses préoccupations avec ces IA, surtout les génératives? Oui, il y a un revers à la médaille. Les défis éthiques et méthodologiques sont sérieux. Le truc dont on parle le plus, c'est les hallucinations. Quand on dit qu'une IA hallucine, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'elle invente des trucs. Elle sort des infos fausses, des faits inexacts, mais elle les présente de manière très assurée, très fluide. Ça a l'air crédible. Ah oui, le danger c'est qu'on la croit sur parole. Exactement. Si un chercheur reprend ces faits inventés sans vérifier à fond, il propage des erreurs. C'est très dangereux pour la science. Et il y a aussi la régurgitation. C'est différent? Oui. C'est lié à l'entraînement sur des tonnes de textes existants. Parfois, l'IA recrache des bouts de texte qu'elle a appris, mais en les déformant, hors contexte ou en mélangeant des sources. D'accord. Ça peut mener à du plagiat sans le vouloir, ou à des bibliographies bidons avec des vraies et des fausses références mélangées. Ça abîme la réputation des vrais auteurs et l'intégrité de la recherche. Et si ça arrive souvent, ça peut poser un problème plus général pour la science, hein. C'est la grosse crainte, oui. Si ces outils rendent trop facile de produire des textes qui ont l'air scientifiques mais qui sont faux, ça pourrait booster des problèmes comme les paper mills, ces usines à faux articles. Et même si l'IA fait gagner du temps sur certaines choses, elle reporte le travail sur la validation. Il faut tout vérifier. Si on n'arrive plus à suivre, si la production de faux dépasse notre capacité à vérifier... La fiabilité de tout le système baisse. Voilà, c'est un risque systémique. Alors, face à ça, comment réagissent les institutions, les universités, les éditeurs? Ils essayent de mettre des règles? Il y a un consensus? Oui, une réponse assez cohérente émerge, et assez vite d'ailleurs. Le premier point, quasi universel, une IA ne peut pas être auteur. Ah oui, ça c'est clair. Le droit d'auteur, la responsabilité scientifique, ça reste humain. C'est celui qui utilise l'outil qui est responsable du résultat final. Et cette histoire de coffre-fort numérique, l'idée que si on publie dans une revue payante, l'IA peut pas voler le contenu, c'est faux.
C'est une illusion, oui. Les IA apprennent sur le web public, c'est vrai, mais elles apprennent aussi énormément de ce que les gens leur donnent. Ah bon? Chaque fois qu'on soumet un texte, même privé, pour traduire, résumer, on alimente potentiellement les futurs modèles. Il n'y a pas de muraille étanche. D'accord. Et concrètement, les universités, les grands éditeurs, qu'est-ce qu'ils disent aux chercheurs? Les consignes des universités, comme celle de Montréal qu'on a vue, ou des éditeurs comme Elsevier, Springer, elles tournent autour de deux mots: transparence et responsabilité. C'est-à-dire? Si tu utilises une IA générative pour produire du contenu qui sera publié, texte, code, image, tu dois le dire, clairement, dans la partie méthodologie de ton article, de ta thèse. D'accord, il faut le déclarer. Oui, certains proposent même des petits logos ou des acronymes pour le signaler de façon standard. Et pourquoi cette obligation? C'est pour pas tricher. L'idée clé, c'est la distinction entre les outils d'aide classiques, correcteurs orthographiques, Zotero, logiciels de stats, pour lesquels on ne demande rien, Mhm. et les IA génératives, type LLM, où là, il faut le dire, ce n'est pas pour pointer du doigt, c'est une question de transparence méthodologique. Ah, comme on décrit son matériel expérimental. Exactement. On doit dire quel outil IA a été utilisé et comment, pour que les autres chercheurs puissent évaluer le travail correctement. C'est pareil pour les demandes de financement maintenant, d'ailleurs. Ok, donc transparence et responsabilité humaine. Est-ce que cet impact de l'IA, il est pareil partout, dans toutes les disciplines? On pense souvent aux sciences dures, mais les sciences humaines et sociales, les SHS. Très bonne remarque. L'IA transforme aussi les SHS via ce qu'on appelle les humanités numériques. C'est-à-dire? Analyser d'énormes corpus de textes, des archives, de la littérature, des réseaux sociaux, repérer des motifs dans le langage, modéliser des systèmes sociaux. Ça ouvre des possibilités d'analyse, quanti et quali, à une échelle jamais vue en histoire socio-linguistique. Mais j'imagine qu'il y a des défis spécifiques en SHS, point. Le langage, c'est pas des chiffres. Oui, le gros défi, c'est la nature des données, ambiguës, contextuelles, subjectives. Modéliser l'interprétation, capter les nuances culturelles, éviter les biais dans les données. Mhm. Ça demande une collaboration hyper étroite entre les gens de l'IA et les spécialistes du domaine, historiens, sociologues. On ne peut pas juste plaquer des algos standards, il faut les adapter finement. Et si on regarde encore plus largement au niveau mondial, l'adoption de l'IA, son impact, ça varie beaucoup d'une région à l'autre, j'imagine. L'analyse parlait du Maghreb, du Maroc. Oui, en effet. Dans cette région, on voit une volonté claire d'intégrer l'IA, surtout dans les filières scientifiques et techniques, STEM, mais aussi en marketing, pour l'e-learning. L'idée est d'améliorer les formations, d'être plus compétitif. Mais il y a des freins. Oui, plusieurs défis structurels importants. Pas assez de formateurs bien qualifiés en IA, l'accès limité aux données publiques locales, qui sont cruciales pour entraîner des IA utiles sur place, pas de règles claires, de cadre réglementaire sur l'IA, et pas assez de liens entre la recherche et l'industrie locale pour que ça débouche sur des applications concrètes. Du coup, ça crée un décalage par rapport à d'autres régions. C'est là qu'on voit une vraie divergence stratégique. Pendant que dans les pays avancés, on débat de l'éthique des IA futures, de régulation très fines, Oui. charge technologique, économique, avec des conséquences potentiellement lourdes. Et pour finir, si on se projette un peu, les grandes tendances pour l'IA dans la recherche. À court et moyen terme, disons d'ici 2030, on va voir encore plus d'automatisation dans les tâches de recherche et les IA génératives et agentiques vont continuer à progresser, à devenir plus capables, plus fiables. Et plus loin encore. À plus long terme, il y a le rêve de l'IA quantique, une puissance de calcul qui pourrait résoudre des problèmes aujourd'hui insolubles en sciences des matériaux, en chimie, en médecine. Mais ça, c'est encore prospectif. Si on devait retenir l'essentiel de tout ça. Je dirais que l'IA est clairement en train de redéfinir la recherche. Elle apporte une vitesse, une efficacité incroyable. C'est un outil formidablement puissant. Mais cette puissance a un prix, la responsabilité de gérer les risques, les erreurs, les hallucinations, les régurgitations. Il faut une vigilance de tous les instants, une validation humaine très solide. Le travail du chercheur change, il se déplace vers cette évaluation critique. Et l'arrivée de l'IA agentique, des labos autonomes, ça nous force à repenser ce que veut dire découvrir et à qui appartient la découverte? Tout à fait. Et il faut vraiment garder en tête que tout le monde n'en est pas au même point. Pour beaucoup de chercheurs dans le monde, l'urgence, c'est pas de réguler la dernière IA à la mode, c'est de construire les compétences de base pour pouvoir juste participer à cette révolution. Ne pas être juste spectateur.
Voilà, pour ne pas être laissé sur le bord de la route. Ce qui nous amène à une dernière pensée peut-être. Ces IA qui peuvent nous aider, mais aussi proposer des hypothèses, et même faire des expériences presque seules. Comment on va faire, nous, la communauté scientifique, pour intégrer ces collaborateurs qui ne sont pas humains? Comment on garde ce qui fait le sel de la science, la rigueur, la créativité, l'éthique humaine, tout en utilisant ces outils à fond? C'est sans doute un des grands défis intellectuels et, oui, organisationnels pour la science de demain.